Bonsoir, nous allons commencer. Bienvenue à tous ce soir. Je suis très heureux au nom de Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, et de Bruno Blassel, directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal, qui nous accueille ici ce soir, de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux pour cet hommage à Michel Chailloux. Lorsque nous avons commencé à penser cet hommage il y a à peu près un an avec Michel Chailloux, nous avons organisé concomitamment et avec Pauline un colloque à Angers et une soirée d'hommage ici à Paris. Alors les choses sérieuses se sont déroulées à Angers, le discours académique s'est tenu à Angers, la fête c'est à Paris, à la BNF ici ce soir, pour une soirée qui va se dérouler de la façon suivante. Nous l'avons pensé à la fois pour les amis de Michel Chailloux, ceux qui aiment son œuvre, ses textes, ses livres, mais aussi ceux qui pourraient la découvrir encore ce soir. Donc nous avons dans un premier temps fait alterner des lectures de certains textes de Michel Chailloux qui seront lus par François Martouret ce soir, avec de la musique, des pièces de musique qui seront interprétées par Moïse Fernandez Via au piano. Et cette entrée dans l'œuvre de Michel Chailloux est accompagnée, je dirais, et entourée littéralement, puisque c'est dans les vitrines qui sont autour de cette salle ce soir, d'une exposition qui retrace finalement le parcours, la vie, l'œuvre de Michel Chailloux depuis les années d'enfance jusqu'au journal. Je vous invite vraiment à la fin de la lecture-concert à prendre quelques minutes pour contempler ces vitrines. Il y a les manuscrits que Michel Chailloux a donnés au département des manuscrits en 2008, mais également bon nombre de documents encore inédits, de photographies, de lettres et de documents. C'est une exposition que nous avons voulu comme une sorte de monographie en hommage à Michel Chailloux, ou d'album, ou iconographique retraçant son œuvre. Voilà, donc la soirée s'ouvre tout de suite, je ne différerai pas plus longtemps le plaisir de la lecture et de la musique. Je crois que vont se succéder 9 pièces lues et jouées, interprétées, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci.
Le décor est un théâtre. Des œuvres présentées le sont pour la première fois et de manière définitive. Personne n'applaudira. Il est défendu de circuler pendant les intermèdes et des boissons strictement gazeuses seront comptées à chaque spectateur à l'entrée de la salle. La monnaie ne se rendra pas. À l'extinction des lampes et alors que le rideau toujours baissé masquera une mêlée confuse, les ouvreuses, couvertes d'étoffes uniformément lustrées, entonneront un chant funèbre. La paille tombera des loges et les couloirs latéraux qui permettent l'accès aux galeries supérieures s'empliront d'instruments de musique chassés des conservatoires. Une viole descendra sur l'avant-scène et se tiendra coite. Quiconque osera réclamer une explication se verra tranché en deux parties et jeté au souffleur. Le chant qui cédera d'un antiphonaire s'élèvera des extrémités de la salle avec accompagnement de buccins. Les solis sont interdits, mais le cas échéant, une des ouvreuses, distinguée en raison de sa gorge sèche, pourra, afin d'écarter toute idée de monotonie, siffler par intervalles. Il ne sera jamais question d'Arsinoé. Que les commencements de la représentation soient insensibles, c'est-à-dire que les ouvreuses allant et chantant, l'on ne prenne garde au rideau levé que par l'éclat des acteurs et le son de la viole. Si l'héroïne se trouve mal, qu'elle meure. La diction doit être hurlée. Il est licite d'utiliser à cet effet la batterie d'accessoires numéro 3 inscrite au Code universel des spectacles sous la rubrique inventaire, dont la mise en action immédiate grâce à un système d'horlogerie savamment compliqué et le volume sonore proportionnel à la poussée de la déclamation justifieront toutes les démesures. Que les voix deviennent stridulations, roulements, que la passion s'exaspère et fasse jaillir la plainte mauve, que les machinistes, trop souvent modestes exécutants, accélèrent au moyen des poulies les circonstances du drame, que le plus jeune, revêtu d'un juste au corps gris, il serait excellent qu'il fût suisse, manœuvre avec célérité les rues, fausses rues, trappes, oubliettes, coupoles d'horizon, murs de lointain, que son œil même, accoutumé à la brillance des projecteurs, fond de jour, éclairage d'hiver, sache reconnaître les princes et leur suite de la cohue des poursuivants, quelle que soit la course des décors et l'aventureuse apparition du troisième acte. Moyennant quoi, Suréna s'effondrera au pied de Clytemnestre, Chimène s'écartant de la chambre des pluies ira rejoindre Eryximach à cheval et au trot. L'heure exquise tombera sur la scène. Nous obtiendrons les orgues. Peut-être conviendrait-il que j'explique une nouvelle fois l'intention profonde de ce livre. Un sage d'Extrême-Orient, souvent consulté dans la nomenclature, adorait les commentaires circonstanciés. Il cueillait le camélia, disait volontiers, et je le cite avec attendrissement, « Une phrase se parcourt du petit doigt. Le sein d'une maman doit saisir un traité de logique. » Et c'est vrai. Au reste, il n'est jamais inutile de faire le point, d'observer la tête en arrière, le chemin parcouru, d'apprécier les obstacles futurs. Asseyons-nous. Notre ouvrage prépare donc à la lecture de la nomenclature, intention numéro 1. Initié au spectacle du théâtre Wassermann, intention numéro 2. Enfin, change la psychologie, les attitudes, que la larme à l'œil ne soit pas l'unique expression de l'émotion, l'humeur même de l'individu, de sorte qu'une phrase puisse se convertir en pelouse, en abricotier, sans altérer de façon extrême la physionomie du liseur, intention 3, 4 et 5. Je vois que personne ne prend de notes, alors ça me désespère, ça. À Babylone, les trompettes étaient dans les oranges, d'où musique douce et jardins suspendus. Croyez que les objets se déplacent. La poire était dans le vestibule, elle se valise sur votre lit. Approchez le tremble, n'ayez pas peur.
Tout apprentissage est difficile. La route est longue qui mène à l'académie. Dites-vous que la vraie connaissance s'obtient en chassant vers les cabinets les textes évangéliques. Dites, je ne sais rien, je ne sais rien. Faites le grand ménage. 2 et 2, 5, 12, 1000 pattes. Le scarabée descend ma gorge, l'alphabet contient aussi des escabeaux. Apprenez la liberté. Chez nous, on a une table, 4 chaises, plus l'éternité. On habite une maison entourée de maisons à la limite de la campagne. Elle pousse encore son museau. Et aux abords d'une ville, elle en fume l'horizon. J'ai une mère, mais elle voyage. Un père, mais il travaille ailleurs. Grand-maman me garde. Elle est menue, à une épaule plus haute que l'autre. Ses yeux luisent. Grand-père est une figue sèche, pleine de savoir. Il lit comme un loup. Une lampe l'éclaire. Le mobilier sent la résine. Le soir nous enténèbre comme une forêt. On reste là des mois, peut-être des années. La voisine grandit. J'affirme péremptoire, Berthe Rozan va dépasser le clocher. Grand-mère me regarde, elle repasse devant la fenêtre. Si je la laisse faire, la lune aussi sera repassée. Les étoiles amidonnées, toute la voûte céleste rangée bien sagement dans l'armoire, parmi les pantalons des chemises, la tempête de col dur. Je ferme vite les volets. On dort à 3 dans 2 pièces. Quand il pleut, on dispose des bassines à cause des fuites du toit. Grand-père ronfle. Un train gronde dans sa gorge, déraille par le nez. Grand-mère le secoue, il s'éveille, demande l'heure d'une voix tout éberluée. C'est le matin, éructe le coq, celui rouge ardent du cordonnier, avant qu'une savate cordialement lancée ne l'assomme. Cette fois, il a son compte, triomphe invariablement grand-père. Mais les coqs sont des poules ironiques. L'intraitable volatile élargit à nouveau la plaie vive de nos oreilles. Debout, mauvaise troupe, chante alors grand-mère. Le café au lait déborde, du beurre jaunit les tartines. J'ajoute du sucre à tout. Le sucré fait partir l'hiver, même à la joue fraîche rasée de grand-père. Et traîne ma barbe,
Il se penche. Grand-mère a sorti du buffet les bols à prénom. Samuel, c'est moi. Elisa, c'est elle. Clément, c'est lui. Les bols coloriés, comme nos figures, sont un cadeau donc en André, qui épousa Saint-Nazaire, enfin une Georgina de Saint-Nazaire. Le tatouage invisible de ses baisers, une bouche en cœur transpercée d'une langue. J'ai dû aller à l'école. Je me rappelle la cour en pente, les arbres monstres, le ciel déculotté au-dessus des cabinets. Une vieille momie enseigne les fautes d'orthographe, elle en parle tout le temps. Je prends des coups de règle sur les doigts, on m'attache au cahier avec une plume qui grince. Heureusement, j'ai une gomme pour me sauver. Elle efface tout. La classe, les vitres bombées qui empêchent de voir, et même M. Moulin qui tourne ses verres à la récréation sous son chapeau de directeur. Je possède un plumier, des buvards, j'en suis un, tout imbibé du sale du jour. La plus grosse tache, c'est ma figure. D'où tu la sors, celle-là, a ricané un grand sous le préau. Le dimanche, je savonne ma semaine. N'oublie pas les coudes et derrière les oreilles, commande grand-mère. Je frotte, le savon jubile. La peau devient rouge puis blanche. Le drapeau à la mairie a en plus du bleu. J'ai 9 ou 10 ans, une chevelure pêle-mêle. Les merles s'inicheraient, siffle le coiffeur. Il roule des yeux, diable. Ses sourcils touffus sont des fourches. Je me tiens quoi? Il est trop fortement armé, une avalanche de ciseaux, un rasoir coupe-coupe. Faut venir plus souvent, il rage. C'est un homme colère. De gros nœuds furieux durcissent le bois de ses bras. Mais qu'une femme entre, aussitôt, ses paroles le frisent. Malgré une nombreuse progéniture, M. Gomez resta célibataire avec les dames. La ruelle qu'on habite sent la terre fraîche, notre immeuble le vieux fromage. On coexiste là-dedans à 3 familles. Au rez-de-chaussée, les Rosan, mère et fille. Au premier, Graton Pascal, c'est écrit sur sa porte. Et nous, sur leur tête à tous, riches d'un balcon de fer où se rouille le soleil. Le jeudi, je mets un béret avec écusson. Je suis cœur vaillant, une manière de scout. On va dans les bois, les branches nous giflent. On joue aux Indiens, aux voleurs, à la bataille de sécession. On a un foulard dans le dos, bleu ou gris selon les armées. À l'ennemi de l'attraper. On s'éparpille. Je marche souvent en éclaireur. Je m'appelle file indienne ou œil tapis pour prévenir les embuscades. Les oiseaux font entendre le malheur. Ils crient comme seuls sait crier un jour d'été. J'écoute, je renifle le danger. Si mon cœur bat trop, je l'arrache. L'endroit se nomme Pyramide, bois de la Pyramide. Un monument de ce type l'occupe au centre, monté sur un socle de granit, on pisse dessus. Canaille, hurle l'abbé qui nous surveille, la barbe le mange, sa voix sort graisseuse de son ventre en soutannée. Il court sur nous, le poil hérissé, on déguerpit. Taillot, taillot, on gueule. Il s'empourpre, s'essouffle. J'ai perdu son nom, le compte exact de syllabes qui le hèle, en compagnie d'un autre prêtre dont l'ombre noueuse m'assomma l'esprit à la façon d'un gourdin. Il hante mes premières années. À cette époque, je n'ai pas d'âme. Je dois pleurer pour m'en acheter une. Je pleure souvent. Les animaux n'ont pas de larmes, ni les choses. Il paraîtrait que le cerf pleure. Grand-père l'assure, il dit que ça se produit au moment de l'hallali. Il épelle le mot à mon intention. Qu'est-ce que c'est, l'hallali? Sa mort proche qui pleure en lui. Il a pris sa voix poème. Dans l'étang pâle de ses yeux se réfugia le cerf aux abois. N'empêche, larmoyer, c'est bien le seul truc que j'ai trouvé pour savoir que je ne suis pas une bête. À l'école, chacun pense que j'en suis une, qu'il suffit de me parler un peu vite et je perds l'esprit. Je cherche pourtant, je le cherche. Dans ma tête, c'est aussi vite que devant la mairie. Un après-midi, la maîtresse m'a demandé le contraire des chiffres pairs.
Un rigolard du premier rang m'a soufflé « Mère, chiffre mère ». Hilarité générale. Madame Duchamp était écœurée, elle m'aurait enfoncé dans le noir du tableau. Néant. Elle jure que je suis néant. Après de longues explications, elle ajoute « Toi, ce n'est pas la peine qu'on t'explique ». J'en profite pour décoller la fiche de mon œil, oublier leur sale bobine. Celle que je déroule projette un film, toujours le même. Le plancher de mon être craque, un couloir sans ténèbres, quelqu'un appelle. Alors, vous dormez ? Changement de programme comme au dernier moment, au cinéma Triomphe. La maîtresse fulmine, me secoue. Ici, ce n'est pas un dortoir. Au mur de la classe pendent d'immenses cartes coloriées. Elles représentent des pays. Il y a aussi un globe terrestre. Il tourne plus vite quand Madame Duchamp s'absente. Je pense au café du Globe à Clermont-Ferrand, où mon jeune père travaille. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Il a la bougeotte, bougonne grand-père. Raymond, je l'ai croisé 3 ou 4 fois depuis ma naissance. Appelle-moi Ray, pas papa. Il a presque l'âge de traîner avec nous sur les bancs. Je lui filerai les bonnes réponses, il pourrait copier. Je m'applique, tire des traits, moule les mots sur mon cahier cartonné. J'aime bien les petits carreaux. Une phrase, je la tourne plusieurs fois dans ma tête avant qu'elle descende dans ma bouche. Aussi, que l'on m'interroge avant qu'elle soit descendue, je reste court. Comment l'expliquer à la maîtresse ? C'est elle qui explique. Pourtant, j'aimerais lui dire. Il n'y a qu'Abel qui m'écoute. Souvent, quand on change de main, j'obtiens de meilleurs résultats. Il a des mains qui écrivent bien. Je l'ai supplié pour la composition d'orthographe. Il refuse. Si tu as de bonnes notes, ça va sembler louche. Pourtant, l'opération serait facile. Dans les chiottes, on change de gants. J'enfile les siens et j'ai ses doigts. Il emporte les miens, il a mes doigts. Pourquoi vous écrivez avec des gants, s'étonne la maîtresse. Elle laisse faire. Pour elle, je suis un cas, un gamin avec une tête à l'envers, des idées pas droites. J'essaie, dans une librairie, de voler un bouquin. N'y arrive pas. Ma main s'est perdue, je finis par l'acheter. Couverture blanche, tranche limpide. L'Égypte antique de A à Z. Ouvert à l'emplacement de la vallée des rois. Il m'apprend qu'à Thèbes, la rive ouest devant Luxor s'intitule entre guillemets « Domaine de l'éternité ». On s'embarque au rouge embarcadère en face du Savoy Hotel. Prévoir petite monnaie pour les gardiens des tombeaux. Jules Sanguinaire à Saint-Sauveur, Albert à la Baume, etc. Conseil. Emporter lampe de poche, lunettes de soleil, chapeau. On peut s'y rendre à dos d'âne, en taxi poudreux, en aucun cas ne payer d'avance, forfait à discuter. Je feuillette, tourne les pages. À Jugement des morts ou Pesée de l'âme, je lis que le défunt, avant de pouvoir prétendre à une seconde vie, j'y prétends, sera conduit devant le tribunal des morts par Anubis, le dieu à tête de chien. N'importe quel cabot fera l'affaire. On se confesse, la balance doit s'équilibrer. D'un côté mon cœur, sur l'autre plateau, le crime de Charlotte. Ça penche, je suis coupable. La grande dévorante, la fille du bureau, va me sauter dessus. Justement, elle m'attend à la porte. On parle jusqu'au bout du quai. Sa laideur fardée s'attendrit. Elle me touche les cheveux. 25 ans, l'âge d'Hélène, sans Hélène. Une vieille mère dont elle s'occupe, l'Égypte ne réside qu'en Égypte. Si j'ajoutais de la rouille au rouillé, ce tram ne l'atteindrait pas. Mettre de l'argent de côté, faire les poches de mes collègues, s'y engloutir au risque d'en ressortir menotté. Charlotte, à son tour, m'attendrait. Elle rentre d'après grand-mère. On l'extrade. Le plaignant, un commerçant de Brême, aurait retiré sa plainte. Chèque sans provision, elle avait acheté sans compter.
Je lis « La vallée des rois, vous pénétrez dans le domaine des morts. Poussière, mouches, sépulture d'Amenophis Ier, Gépel, de plusieurs Ramsès, d'Horemheb, Gépel, un Richard, il en possède déjà une à Saqqara, de Toutankhamon, décevante, photo interdite, découverte en 1922 par Sir Howard Carter, alias Francis Dixon. Visite, d'abord une descendrie, je traduis galerie qui descend, puis la chambre funéraire, fond ocre, traces de salpêtre, peintures éraillées, figurant les funérailles du pharaon. Catafalque, sur le mur nord, le souverain, pagne court, canne à la main, massue pour écarter les démons, se dirige vers l'au-delà. Son double le suit. Cortège de génies devant la barque solaire où se prélasse Osiris sous l'aspect d'un volumineux scarabée, plus 12 singes qui me font la nique. Mur sud, Toutankhamon debout en tennis, etc. Ne pas oublier l'appareil photo laissé à l'entrée. Autre tombe, Séti Ier, etc. Je flâne sur les quais. Un cargo à l'ancre, le Pirée, son port d'attache. Grand-mère, Saint-Clément l'abrite. Chaque jour, elle s'enferme dans l'église, prie pour Charlotte, pour moi. Une manière de meubler son vide. Les pièces désaffectées de la roche, d'éloigner les chats. Grand-père répare la chaudière. Un monstre de fonte utile l'hiver. Il explique, m'entreprend sur le plan technique. De nombreux abbés Auger rôdent. C'est votre petit-fils? Ils me bénissent. Non pas la tête rasée comme ceux d'Égypte. J'aimerais parler d'un livre, L'Astrée, très lu sous Louis XIII. Je souhaiterais qu'il fût pays, pays avec villages et collines, hameaux et fermes isolés, pays que les pas peuvent atteindre et les troupeaux investir. Mais les prés restent à leur place entre Roanne et Saint-Étienne, et la lecture n'est pas la marche à première vue. Tournez la difficulté au lieu du bosquet, passez-moi le mot, vous aurez les branches vives.
En rire comme d'une idée de sommeil, allongée en ellipse du sud au nord, la plaine du Forez, lieu-dit de l'Astrée, est d'ailleurs un lit, bientôt le vôtre, le lit d'un lac dissipé depuis le tertiaire, le prouve, outre l'analyse des sols, oligocènes recouverts d'alluvions, la tournure flottée des Forésiens, leur indolence qui garde en mémoire le fil de l'onde. Si cela se nomme sommeil, cette permanente impression en lisant d'ouïr les paysages, l'arbre glissant dans l'arbre, la rivière dans ses eaux, le Lignon se jetant en Loire à Feurs, 6692 habitants, y perdant son nom propre, écrit Honoré d'Urfé, l'auteur de l'Astrée. Croire à un leurre montant de la troupe des syllabes. L'Astrée a ses mirages, son espace boutonnant, poissonnant, où des ombres, au fin fond du discours, échangent des paroles aussi chimiques que l'eau des sources. Argué d'une illusion d'oreille ou d'œil, il faudrait des sens intermédiaires, ni le toucher, ni l'odorat, ni les autres. Un mélange ne m'empêchera pas de poursuivre la chimère d'un livre engagé dans le relief. Le volcanisme du Forez s'expliquerait-il ainsi, dont j'entends le murmure végétal, les chaumes, quand la phrase s'éternise en phrase, les longueurs tant décriées de l'Astrée, ses engourdissements d'argile et de sable, de sorte que plus personne ne sait de quoi il est question, à part l'écho, signe d'une terre proche, sous quel mot les mottes, qui interrogent encore subtil arpenteur. Cette masse verbale, datée du XVIIe siècle, la première partie de l'Astrée parue en 1607, 60 livres en 5 volumes in octavo dans l'édition Hugues Vaganet, 1925-1928. Les 2 derniers tomes ne sont pas d'Honoré d'Urfé, il mourut à la fin du 3e. Cette pastorale, nom donné d'après Émile Littré aux compositions de vers ou de prose où parlent des bergers, lieu écarté du langage qu'aujourd'hui personne ne visite, hormis quelques fanatiques de laitage et d'air pur, s'approchera de façon dormante en respectant l'orthographe qui tâtonne. L'œuvre se murmura durant la sieste de Pan à l'heure méridienne. Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forest. Astrée, page 9, chapitre 1. De cette manière s'ouvre l'Astrée. L'allure d'amble de la phrase forésienne tirant sous le couvert bêtes et gens, texte prêt à se dissoudre en un bois trop noir, caractère menacé d'un retour au plomb qui les façonna. Du côté, à côté, dans les marges, l'herbe y pousse, du côté du soleil couchant, du discours mourant, du sommeil levant, du côté des moutons, ne les comptons pas pour s'endormir. D'Urfé les compta pour écrire. Le Forez se songe. Pendant le sommeil profond, les axes des yeux sont convergents et dirigés vers le haut. Marie de Manasséine, Le sommeil tiers de notre vie, page 39. Le sol glissa, transportant dans l'esprit sa toison d'humus. Une transhumance se réalise par l'espace intérieur. Les troupeaux creusent l'oreiller, alors le lecteur, l'endormi, qui n'a pas compris que ce fut la même chose, l'être somnolent au monde, par qui transitent faune et flore, relief, en l'occurrence une plaine entre des monts, bientôt convertie en lettres légères, le poids de l'alphabet, et réciproquement. C'est un rêve. Je le placerai volontiers sur le pont de la Bouteresse. Vous ignorez le lieu, en aval de Boëne, en Forez, le pont des récits suspendus. Il ne se passe rien là où l'on ne fait que passer, où le regard des gens de l'Astrée, des Astréens, flânant vers leurs amours, croise le vôtre qui s'endort, les lisant. Ce n'est pas encore le sommeil, c'est la folie de l'endormissement.
dormons ensemble. Ah, peut-être certains nous ont précédés. Ce fut au marché aux puces que je rencontrai les premiers héros de cette aventure. L'endroit figure assez mon esprit. Hétéroclite, bric-à-brac d'objets dépareillés, contradictoires, au style rompu, furieux, cabossé, vieille lune, prose de chien, rouille et soliloque. Entré depuis quelques minutes dans une boutique, je venais de remuer une masse de bouquins fumigènes, l'âme déjà perdue par certaines gravures. Une surtout, plutôt agile, représentait un garçon aux vies de menuisier énorme, hors culotte, branlant avec énergie une jeunesse retroussée sur un sofa qui avait aussi du volume. J'allais m'enquérir du prix quand un petit peuple aux mines extasiées me héla depuis une étagère. Je m'approchai.
Un couple principalement me ravit. Lui, poudré de frais d'une hauteur de 16 cm, elle au clavecin, mains écartées sur les touches. On a tous dans la mémoire, oubliée dans la poussière astrale d'un grenier, une au moins de ces figurines, bibelots de famille, gestes exquis d'un temps où l'ombre même portait tricorne, de la porcelaine de Saxe, renchérit la marchande à la belle bouche rebondie. Soupçonnait-elle le glossaire intense de la mienne? Sa voix emmiellée me décida. Le feu avait pris au bleu du ciel, aussi à mon être. À cause du petit sac de jute recouvrant son bas-ventre, je crus qu'elle fouillait dans son sexe pour me rendre la monnaie. C'est une mnémosine de quartier, sœur certainement d'un Saturne de foire, à valeur de feu, de sabre. Elle me regardait, se touchant l'oreille. Me transmit-elle ses dons de réminiscence? L'espace d'un éclair, je me sentis d'un autre siècle, à vendre moi aussi. De la porcelaine de sexe ironisait une idée maligne. Je tournais les personnages entre mes doigts. Authentique copie de Kendler, s'empressa d'ajouter la jeune femme, de la série dite aux crinolines. Johann Joachim Kendler fut le disciple de Benjamin Thomé, le sculpteur de la cour de Dresde. C'est imprimé là-dedans. Elle me tendait un papier, sorte de notice historico-étymologique où la porcelaine, mélange d'eau et d'argile de roche pulvérisée, était qualifiée de miracle. Son nom serait tiré de l'italien porcellana, diminutif du latin porca, coquillage, appelé aussi conque de Vénus par suite de sa ressemblance troublante avec les parties naturelles de la femme. Mais l'expression existe chez Nicolas Chaurier. Je levai les yeux, elle me fixait d'un air interrogatif. Oserais-je jamais ternir son beau regard bleu faïence en citant le grand Priapi du XVIIe, Lampridio, un des protagonistes des Secrets de l'amour, roman qui fatigua tellement les ressorts de mon lit, s'écrit que cette conque de Vénus s'entrebâille commodément. Ainsi, vous vous intéressez à l'amour, se moqua gentiment un conservateur de la Bibliothèque nationale. Vaste sujet. Je lis comme un fou, dis-je, j'en perds l'esprit, l'appétit, j'ai un gros folio à la place du cœur. Je sais que le mot histoire signifie aussi testicule. Il m'interrompit. Avez-vous regardé de ce côté? Il me précéda, déballa divers catalogues, son doigt érudit épluchait titre, auteur. Je m'essoufflais à le suivre, cahier, crayon, éperdu. Vous connaissez les dessous de la salle des imprimés, petite table mine expressive. Ces immenses fichiers devenaient ceux de mon désordre, le champ de ma dépravation. J'ai commencé par le vocabulaire, la salive, ce qui s'échange. Amour, baiser, leur suite coupable. J'ai même risqué un œil à Hyménée. L'érotisme m'ennuie, je préfère la basse pornographie, la chambre forte du vice. Il sursauta. Une côte l'agaçait. Il ne supportait pas qu'elle s'échappe. Vous sera utile, m'assurait-il. On travaille souvent ensemble. Dès qu'un thème m'obsède, je m'adresse à lui. Fine silhouette, très aiguë. Je me concentre sur le 18e, le règne du bien-aimé. Vous avez sorti Bachaumont, celui des mémoires, le fils naturel du maréchal de Villars? Il opina. Trop tardif, il meurt en 1770. Mais alors que cherchez-vous? À l'instant, vous parliez de Louis XV. Il me regardait un tantinet sévère. J'avouais mon ignorance. Je remue le mot amour. Je constate les dégâts. Vous évoquiez Bachaumont. Sa commère, Madame Doublet de Persan, m'attendrit. 40 ans sans bouger de chez elle, à osciller de la table au lit, aux amis, oublieuse du dehors, du poids des astres. Le ciel devenu un rideau qu'on froisse, une vitre qu'on déserte.
Puis dans ça, de Robert était leur enfant, le copain de Rétif, celui qui se suicide, le héros d'une 30aine de volumes et d'anecdotes sur la comtesse du Barry. Je soupirai. J'ai aussi cherché à nuit, surtout au fichier des anonymes. La nuit, tous les chats sont gris. Il n'entendit pas la plaisanterie, s'obstina à feuilleter d'océaniques registres. J'ai lu La nuit qui vient de l'Orient, toute la série des nuits de noces, celle épuisée, encore plus graveleuse qu'une dégrafée parisienne. J'ai même tressailli d'horreur aux nuits de la Tour de Nesle. Connaissez-vous cet opuscule étrange, L'heure de la nuit close? Il l'ignorait. Allez à l'enfer, suggéra-t-il. J'en viens. Un éditeur parisien en a d'ailleurs entrepris la publication. Texte décevant, à peine décalqué de la sueur, du foutre. Ça raconte trop ce que nous devenons au crépuscule, de vulgaires bêtes de somme. Il rit du mot, débaucha un nouvel exemplaire à couverture épicée. Je songeais à ceux du gros dauphin, père de Louis XVI, reliés uniformément en vert. Couleur de la nature, de la verdure, justifiait-il de sa voix grasse qui tâche. Mesdames, ses sœurs, choisissaient d'autres teintes. Sophie, le maroquin citron, Victoire, encore le vert, mais d'une nuance olive, Adélaïde, le rouge. Je savais bien, triompha soudain le conservateur. J'habite depuis des mois la bibliothèque. J'y ai des habitudes, une place plutôt à gauche par conviction politique. Je prends l'autobus, le 72 pour dire exactement la côte. On longe la Seine sur l'autre rive, le quartier du Gros Caillou, la plaine de Grenelle. On jouait de la viole pour se désennuyer. C'est une musique de mémoire. On croit entendre, on a déjà entendu. On croit vivre, on a déjà vécu. Mieux qu'une vie, des vies, l'air d'une époque qui se pâme à l'oreille. Le coup d'archet fut donné, pincement au cœur. Une société se ranima qui se disperse. D'Orléans portait perruque noire, il revient à l'instant. Le duc du Maine boite, même son tabouret a un pied beau. Louis XIV meurt, sa jambe gauche pourrit comme les fruits qu'il mangeait trop mûrs. Des princesses du sang crient dans le cabinet d'à côté. Nous résonnons des fenêtres ouvertes. La viole a le son demi-rond, perçant, dur de près. Il faudrait écrire des deux mains. L'une occupée à presser l'événement, l'autre qui en vibre. Un virtuose d'alors, Marin Marais, s'attachait parfois à ne produire qu'une seule note, mais aussi volumineuse que la grosse cloche de Saint-Germain. Nous sommes assourdis d'un dernier soupir. Le roi expire, renaît, des familiers s'approchent. Oui, le visage est livide, le pouls intermittent. On a rétréci ses culottes d'au moins 4 doigts, ceux du siècle boudiné assez sales. Il souillerait le linge sans s'en apercevoir. L'odeur semble forte, elle colle au fond de la chaise percée. Il aurait attrapé cette puanteur, doublée de fièvre continue, à passer les troupes en revue dans la plaine de Marly début août. 3 heures de soleil, poussière, sueur et harnachement. Quelqu'un gratte. On ne frappe pas chez les grands. La maladie se confirme. La porte entrebâillée déploie l'espace d'une chambre, prince d'hiver, bâtard légitimé. Maine et son frère impassible, le comte de Toulouse. Un groupe dans une embrasure.
Question de la bulle Unigenitus que le pape Clément XI fulmina contre 101 propositions extraites du livre de Pasquier-Quesnel, Réflexion morale sur le Nouveau Testament, entaché de jansénisme. Mais la condamnation remonte à septembre 1713. Néanmoins, au pansement de 2 heures, Louis XIV regretta l'absence de Noailles, l'archevêque de Paris, interdit de séjour à la cour depuis qu'avec 8 évêques, il refusa de se soumettre à la loi de Rome. Aussi, Tellier, le confesseur du roi, crie tout bas. Bissy appuie, la figure céleste de l'autre cardinal Rohan cherche du côté des zéphyrs, enfant ailé jouant parmi les festons de fleurs d'une arcade, le moyen le plus évangélique de s'opposer à cette venue. Le lit, velours cramoisi rehaussé d'une broderie d'or, frôle une chienne courante à qui mademoiselle d'Aumale, secrétaire de la Maintenon, offre des dragées, du moins sort de le faire, car Louis, trop faible, murmure encore « Donnez vous-même à peine un souffle, la syllabe des lèvres ». La cheminée, naguère au midi, fut aménagée au nord. La glace du dessus réfléchit l'avenir insongé. Magnifique peinture. On distingue près d'Agar dans le désert avec son fils et un ange avec l'enfant, le tableau d'une bohémienne sauvagement colorée qui dit la bonne aventure. Les ultimes paroles premières de la Régence seront « Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. » Nous perdons connaissance, sanglots. La viole, entendue de loin, semble vapeur d'esprit de vin qui, jetée en l'air, ne laisse rien retomber. On flotte, la chambre s'efface, d'Orléans s'approche, chacun croit comprendre. Mon neveu, je vous fais... Les lamentations du voisinage empêchent d'écouter, on s'attarderait bien, mais la journée est depuis si longtemps passée. Dans le cabinet du billard se trouve un Christ crucifié. Des aveugles de Jéricho décorent la salle du conseil. Par la galerie des glaces pressée d'une foule ardente ne s'avance plus, revenant de la messe, la canne du roi. Elle cesse de marteler le 12 août. On humecta sa bouche. Il repousse le vin, vieux Bourgogne des dernières années, champagne qu'il exalta sa vie durant. Entre 6 et 7 d'un soir, il grignota 2 biscuits, avouant n'en pouvoir plus. La plainte à la viole s'exécute, entraînant le doigt sur la corde.
À dire vrai, je n'ai jamais su partir. D'abord, pour partir, il faut être là. Or, je suis tellement toujours ailleurs, distrait, préoccupé, filant ma laine. Ensuite, quitter, s'en aller, tous ces mots qui tournent le dos, pas mon être. Même laisser tomber, plus vertical, ou foutre le camp, en dépit de son ambition lascive. Si je sors, c'est aussitôt pour effectuer un retour électrique sur le gaz, les robinets, des fois que la porte, elle ferme mal. N'importe qui peut s'inviter, occuper à notre place le canapé vert. Aussi, qu'un départ s'approche, je m'obstine. Marc-boute résiste déjà, en idée, au train qui emporte, à l'avion qui soulève. Le quartier a beau me chanter, ainsi vous partez, je n'y crois guère. La corde se tend trop de mon âme pour que j'aille loin. Quel casque ferais-je sans elle éperdue par les routes? Elle seule sait mon nom et ce que je dois répondre. Au réveil, quand je lui réclame mes papiers, je n'ose demander ce qu'elle fit de la nuit, à voir les cernes qui agrandissent mes yeux. C'est une vieille âme qui exige des égards. Depuis bientôt 60 ans qu'elle et moi on couche ensemble. Cependant, il me reste dans l'esprit un vague soupçon, l'amorce de contrées évasives dont mes jambes au lever se dérobent, là que j'aimerais aller, mais y partons, avec de la chance on y arrive. Et je préfère de loin arriver, surtout à l'improviste, avant qu'on ait battu le tambour, eu le temps de ménager un lit à l'étage. Si je pouvais, dans ces régions sublunaires, disposer d'une chambre à demeure, voire d'un simple cagibi, que fermer les yeux en soulève aussitôt le loquet et me transporte à la fenêtre avec vue sur le jardin jusqu'à la jetée. Car l'océan se tient là, prêt à bondir à marée haute. Ou bien alors c'est un vallon dont l'herbe velue repousse le ciel, ou une rue, dans un faubourg courant la prétentaine. L'affiche du jour se décolle, le crépuscule monte derrière la palissade, bientôt ce sera le soir. Des tas de petits soirs qui trinquent dans les estaminets, levant haut leur chope de dernière clarté. Des lieux ainsi me hantent, bout de chemin, sente perdue, bois, forêt âpre, village à haut voltage à saboter de nouveau et autrement qu'en esprit. Les ai-je épuisés, vraiment habités corps et biens? Parfois de vieilles cartes postales à 5 centimes en réveillent l'idée haletante, comme celle signée Yvette à l'intention d'une certaine Madame Frouin. « Chère Madame, merci de votre gentillesse, reçu paquet tardif. » Au dos de l'écriture convulsive, l'entrée d'un hameau aux couleurs passées, route à peine immaculée avec 3 dames dessus, mains sur les hanches, longue jupe début de siècle, chignon relevé, un chasseur de vent absolu à casquette, pétoire sous le bras, précédé d'un obscur basset dont les oreilles traînent dans la poussière du temps, balayant la légende où se lit à peine avenue des Tilleuls à... La photo fut prise bien avant que je naisse, et pourtant cette certitude qu'une des maisons éparses dans l'embarras du jour m'abrita, moi et ma meute, tous les chiens fous de mon esprit. De même, quand on voyage, cette autre façon de dormir, l'impression parfois d'être déjà venu. Ne devine-t-on pas à l'avance ce que capture le prochain tournant? Pourtant, votre biographie en témoigne. Jamais, au grand jamais, avant cette heure, vous n'avez abordé ce quartier, que le silence égorge, ni atteint ce fond bruissant d'allées. Comment se fait-il alors que divers platanes vous reconnaissent des compétences? Et ce banc irréaliste devant le jet d'eau, auriez-vous par hasard à toucher ce jardin une éternelle adresse? La passagère de cette fenêtre semble croire qu'il vous salue presque en voisin. Mais où trouver la douane de ces pays du pas de côté?
l'ombre assez tamponnée par l'indicible pour qu'on passe ce faux fil. Certains livres, quand ils vieillissent, se mettent parfois à en parler, ainsi de ce guide d'occasion acheté sur un marché je ne sais plus où, un bouquin rougeâtre à couverture diminuée par l'âge, 1000 pages émouvantes se rapportant à d'anciennes années. Au coucher, que visiter, monuments, églises, spécialités du cru, établissements eau chaude, eau froide, services à prix fixe. Existe-t-il encore à Béthune le grand garage Saint-Vaast et à Hirson, Aisne, l'hôtel du Bon Accueil, propriétaire M. Gaucher? Ai-je dormi rue des Écrevisses à Agen? Le coteau de l'Ermitage protégerait la ville des vents du Nord. Qui de moi s'affaire à Auch? Vers 1831, entre Vannes et la Roche-Bernard, les auberges s'appelaient toutes à la Croix Verte. Ne croyez pas que j'invente. J'en viens presque depuis mon 5e étage à halluciner, discerner leurs détails crucifiés parmi les châtaigniers, une folie de compter, y descendre, à moins qu'il en subsiste des vestiges, la paille dans l'écurie pour notre fringante Twingo, porche, pavage à moitié décellé de la cour, cheminée pour 3 mousquetaires, escalier à vis. Xavier, un ami de longue date, me glorifiant au bar Mozart, un Américain de son parentage qui parcourt l'Europe à la recherche d'escaliers de ce type qui frondent les étages. Tout, noir, fond de commode, d'armoire, fond, sac peut-être, tout comme un raclement de sabots tirés hors d'hiver, pénombre, s'accoutumer. Une chose bouge, craquement. Le bruit fait le chien, renifle. 4 pattes d'une table, nuit très haute, attachée à l'œil de bœuf. On dirait que l'instant s'épouille. Flamme, main qui protège, clair d'un visage. Plus rien. Noir encore, juron, autre allumette. Homme, la cinquantaine incandescente, rides, tignasse, vague chemise, torchon des jambes nues,
poêle, posture accroupie, assiette, chandelle, pomme, poire à moitié rognée, carpette, nature morte au bas d'un lit, couleur qui brûle, panorama de pieds de chaise. Il se relève, enfile un caleçon long, dérobe au passage un vie presque grand veneur. Tous veut cracher. Crache. Expector son âme dans l'évier. Ouvre le robinet. Le gaz. Prend une casserole, la remplit, se désintéresse de la suite, machinerie qu'il enclenche, tête vers la bougie, fichée sur une soucoupe à l'angle du buffet. Il rêvasse. La planète s'équilibre. Neige bloquée aux antipodes. Quelle heure? 5, 6, davantage? Le jour ronge le bas des volets. A sorti un bol, une boîte de fer, des filtres en papier épais. Attend que l'eau chante, d'une main boutonne sa chemise, le cou annonce un corps vigoureux, de belles épaules. Baille. Commence à verser le bouillant sur le moulu. S'absorbe dans cette tâche. Nez, pommette se défripe, la bouche grogne, mais aux lèvres seulement, pensée derrière le front, dans le café, ironie qui active l'intellect. Il boit, se désaltère de la chambre, œil soudain fané des fleurs à jeter de l'étagère. Le sol carrelé pousse au talon. Une dernière gorgée, se culotte, boucle le ceinturon. C'est le père Gauvry qui s'enroulait de flanelle, avait servi chez les Zouaves, caporal Clairon, quelques fonctions moins tenantes. Alex ne sait plus, enfile un chandail percé au coude, de gémissantes bottes, s'étire juste pour attraper sa casquette, la porte, lumière soufflée, il disparaît, travail des pas qui décroissent, tout, méchante quinte, éloignement. La visite a repris. La tempête, il tombe des cordes sur Bonnefa. Jeanne récite. L'habituel manteau gris l'enveloppe, elle. La tour, les remparts, jusqu'aux 12 marronniers qui courent sud-ouest-nord-est avec les nuages. Sous l'influence d'une dépression, entendit ce matin le bonhomme huant à la radio, insignifiante à Saint-Michel, dans les bacs jaunes de la Syrie. La pluie ravage Véline, Montcarré, le carrefour de la Tête Noire. Les 910 hectares de la commune insufflent aux vignes une fraîcheur exquise qui pend en grappe aussitôt l'ondée. Le maïs craque, les poiriers gonflent, la lidoire frétille, tanche, perche, s'agace d'une flotte d'anguilles qui passe mal le pont de Palot. Le cucaro se hâte. Le léchou accélère une lisière de bretonnards. On aura besoin de garde-boue. La départementale 936 vaporise trop de flaques. À la motte, un autochtone s'égoutte. Ce n'est pas grand-père, Joseph, l'aïeul d'Alex. D'abord, il mourut. Puis, il roule ses cigarettes. Celui-là mâchonne une pipe. Les alentours fument, du moins la porte s'exalte-t-elle. Le jardinet, la menue monnaie pierreuse du sol pentu, des tôles ondulent, grange, remise, appentie, vulgaire clapier, tout un provisoire de planches, de loquets que l'averse grillage, que chahuterait aisément le tonnerre démolisseur actuellement en rage contre la butte de Gurson. Jeanne desserra-t-elle vraiment les lèvres? Parfois, la visite se réduit à quelques indications. Un bruit de pas. Chaque marche de l'escalier à vis effaçant la précédente. La tête alors se coiffe du toit. Elle sentirait presque entre ses cheveux l'interstice des tuiles. Au premier étage, des enfants s'intéressent aux 3 selles huguenotes, cavaliers à jamais partis dans le mou des choses. Leurs parents écoutent. Le coffre de cuir clouté fut découvert par l'abbé Prunis. Évoque-t-elle l'alias de 270 feuillets du journal de voyage en Italie déniché un joyeux matin de 1770 devant un Ségur-la-Roquette hébété à 2 pas? Une élégante, châle et robe assortie, vient de se faire déchiffrer les initiales MC de la cheminée.
La chambre possède 2 fenêtres qu'on aborde par 4 degrés de pierre. Le lit n'est pas authentique. L'auteur des essais parlait du nez. Il souffre de la gravelle.
La presqu'île, cette main posée sur les flots qui étreint on ne sait quoi, mais qui étreint. Un emplacement du poignet, l'isthme, une route plus un chemin de fer et la mer des deux côtés. L'une perpétuellement furieuse, l'autre apaisée, mordant à peine les plages. Et devant le visiteur qui oserait néanmoins s'aventurer sur cette terre à peine sauvée des flots, un fort inexpugnable qui cadenasse son entrée, clé détenue sans nul doute par ce patron d'un bar tabac qui vit tellement dans la crainte des marées. Mis au courant, le baron Louis hausserait forcément les épaules, vous prenant à témoin. Comment quelqu'un peut-il être assez fou pour s'imaginer qu'un homme solide comme lui, si résistant au vent, pourrait reculer d'un pouce devant ses filles d'écume, comme Charles André, jamais à court d'épithètes, aime nommer les vagues. Surveiller leur avancée, ce n'est pas les craindre, justifierait-il à tout coup s'il avait les mots. Mais il ne les a pas, perdus pour l'éternité dans les verres qu'il rince et les tables qu'il essuie. Aussi la conversation lui tourne-t-elle vite au silence. Le vaste que nourrit le battement de la porte vitrée et la rumeur du dehors, l'écho presque indiscernable de la lande, herbes rases sillonnées de chemins à peine énoncés, allant tous mourir dans les sables et les galets. Demander leur avis au rocher, se disait parfois Charles André, à voir ces sortes de pèlerins farouches faire le gros dos contre la houle qui les ensauvage. Tous ces jeux d'équime animés par le large. Le large. Ce lieu inexprimable du fond de l'horizon d'où proviennent les vagues, les bateaux sans peur. Le large, ce qui actuellement lui manquait avec toutes ces heures qui se faufilaient étroites dès son réveil par une espèce de porte de service de la terreur. Quelle prière adressée au large! L'après-midi le surprit du côté de Cargroix, avec des idées d'herbes rases, entêtées par la rumeur de l'océan qui ne cessait de monter à l'assaut, retardant le plus qu'il pouvait le moment de retourner à la Villa Rose. Il aurait bien eu besoin que Jean-Marc fasse à nouveau danser ces instants, que Solange, si érudite, lui recommande, comme elle le fait tout le temps, un livre oublié, tiré de la bibliothèque de ses heures, qu'il se reprocherait aussitôt de n'avoir pas lu. Un jeu entre eux. À l'entrée du hameau, un homme se montrait qu'il crut reconnaître, mais passons. En réalité, ce fut un peu plus tard qu'il trébucha davantage contre son enfance, en la personne de quelqu'un qui, de dos une minute, lui parut être Paul, dit Popol, l'un des plus fabuleux jouteurs de ses premières années, lequel rajustait ses volets maltraités par le vent avant que le type ne le détrompe en se retournant pour lui jeter un regard froid. Et cela dans un autre caire, à Quéry-d'Anvelle. Ces quelques masures si familières dispersées là au hasard avec la même mousse sur les murs, et une identique solitude qui s'écroule sur un semblant de place autour d'un banc de pierre. Il s'y était attardé, espérant contre toute raison que Bertine reviendrait de sa mort, la fermière qui le réchauffait d'un chaleureux café au lait le dimanche, quand sa tante, prise d'un de ses accès de piété, s'était trop assise à la sortie de la grand-messe près du tombeau vide du Christ, dont il est parlé dans les évangiles au chapitre de la résurrection. Charles André et ses 9-10 ans alors disparaissaient, préférant au sermon qu'elle n'eût pas manqué de lui tenir celui de la côte dite sauvage, si habitée par la rafale. Déjà, il lui fallait le bruit du monde. Même aujourd'hui, un silence qui se prolonge creuse en lui trop d'attentes. Il écoute alors, ne peut s'empêcher d'écouter. Mais quoi? Dieu seul sait quoi.